Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de France Info, invitation lancée parce que nous considérons, comme beaucoup de Français, que vous êtes aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle. Tout l'indique. En tout cas, vous avez dit vous-même il y a quelques jours, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton, tout est en place. Quand aura lieu cette annonce ? Écoutez, quand je l'aurai moi-même décidé, vous verrez bien, vous inquiétez pas, vous serez averti. Vous avez déjà la date en tête. Je note que je suis invité parce que, pour vous, je suis candidat à l'élection présidentielle. C'est dommage parce que depuis 3 mois, j'ai été invité sur toutes les chaînes privées parce que j'avais un livre à présenter. Je note que le service public ne m'a pas du tout invité pour mon livre. Mais bon, j'ai l'habitude, c'est pas la première fois, c'est pas le premier livre qui est ainsi boycotté par le service public. Mais il n'y a pas de boycott. C'est pas grave. Sais pas si vous mais si vous l'avez France dit Info. vous-même, c'est pas grave. Enfin, Bon. j'ai un de vos collègues, mais peu importe. Juste une petite rectification, vous avez été invité de Laurent Ruquier et Léa Salamé. C'est vrai, sur France c'est vrai. 2 J'étais pour invité votre livre. au tribunal Service de public, Laurent donc. Ruquier et de la Salamé. J'avais oublié, vous avez raison. Qu'est-ce qui peut encore, Éric Zemmour, vous empêcher d'être candidat ? Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'être candidat Je sais pas, moi, quand je traverse la rue et que je sois renversé. À part quelque chose comme ça. Vous savez, il peut tout arriver encore. Vous savez, on sait jamais. Mais on verra, vous savez, vous inquiétez pas, ça va venir, ne soyez pas impatients. Tout ça, c'est une question de jours et de... Voilà. Une question de jour. Vous dites, vous écrivez dans votre livre, dans mes rêves d'enfant, je n'avais jamais imaginé être chef de l'État. Ça veut dire que vous vous sentez prêt aujourd'hui à diriger la France ? Non, ce que j'ai voulu dire, c'est que je ne m'étais pas programmé pour cela. Je n'ai pas fait de carrière de politicien. Je ne m'étais pas dit, je vais être président de la République. Dans mes rêves d'enfant, je voulais être un grand écrivain français. C'était ça qui m'animait. Et aujourd'hui, ça a changé. Le mot de Victor Hugo, Chateaubriand-Rien, vous savez. Aujourd'hui, ça a changé. C'est pas que ça a changé, c'est que je me dis que la situation est tragique, que mon pays peut mourir, qu'il est en passe de ne plus être la France, d'être remplacé. Le peuple français est en train d'être remplacé par un autre peuple et une autre civilisation, et que je constate qu'aucun politicien traditionnel, avec qui pourtant j'ai conversé longtemps, depuis 20 ans, 30 ans, j'ai été journaliste politique. Vous avez vu, je raconte dans mon livre des déjeuners, des dîners, des rencontres, des rendez-vous. Je discute beaucoup depuis des années et à chaque fois, je leur fais part de mes angoisses, de mon diagnostic, de mes appréhensions. Et beaucoup me disent « oui, tu as raison » en privé. Et puis en public, ils font Donc tout vous le voulez être contraire. l'homme providentiel qui va sauver la France. Donc je me dis que je serai le seul à pouvoir le faire, avoir le courage, la détermination de le faire. Voilà, c'est tout. Personne ne peut sauver la France, c'est ce que vous dites, Éric Zemmour, pas même donc Marine Le Pen, avec qui vous avez été en contact pourtant ces dernières années. Je voudrais vous faire entendre ce qu'elle disait de vous il y a une semaine, exactement, sur ce même plateau. Le problème d'Éric Zemmour, c'est que c'est un polémiste, et en réalité, il ne sait rien faire d'autre que de polémiquer. C'est ce qui différencie, je crois, un polémiste et un homme d'État. C'est un concurrent, il dit la même chose que nous, mais d'ailleurs, dans ses propositions, moi, je n'ai pas entendu une seule proposition, à part effectivement l'histoire des prénoms, qui soit différente en réalité. Non, elles sont plus immatures que celles que nous présentons. Pourquoi ? Parce que nous les travaillons depuis très longtemps. Éric Zemmour est très loin de ce travail-là. Un concurrent et un débutant, dit Marine Le Pen. Concurrent, Écoutez, oui. Concurrent, oui. Concurrent, sans doute, puisque depuis qu'il est question de ma candidature, elle a perdu 12 points. Débutant, elle a raison. J'en suis fier. Parce que moi, je ne suis pas abîmé par les luttes politiciennes et les luttes partisanes et les calculs et les petites compromissions. Maintenant, Madame Le Pen a beau jeu de jouer de la compétence, une compétence complètement hypothétique. Elle n'a jamais rien géré, elle n'a jamais gouverné, elle n'a été que présidente de son parti, qu'elle a mené à la quasi-faillite. En plus, elle a été élue comme députée, bien sûr. Enfin, vous savez, ce que vous n'avez pas été. Bien sûr, vous avez raison. Mais franchement, je ne vois pas tellement la différence. La seule différence, c'est que elle n'a aucune chance jamais de gagner l'élection présidentielle. La seule différence, c'est que tous ses électeurs ont été humiliés par son comportement lors du débat de 2017.
où elle s'est scratchée en direct. Je pense que ses électeurs s'en souviennent. Voilà, c'est tout. Donc vous dites concurrent, oui, très clairement. Débutant, oui, mais c'est plutôt un motif de fierté pour vous. Et quand elle dit que vous êtes le candidat de l'élite, est-ce que vous êtes d'accord avec elle ? C'est une vraie question. Je vais vous dire, c'est une question très intéressante. Vous êtes membre de l'élite ? Si j'ai 2 minutes, j'aimerais bien développer ça parce que c'est une question importante. En fait, Marine Le Pen reprend, depuis des années d'ailleurs, les thèses de son sondeur Jérôme Sainte-Marie, qui explique qu'il y a un bloc populaire et un bloc élitaire, c'est-à-dire que il y a des classes populaires qui seraient essentiellement patriotes et qui sont marginalisées par la mondialisation, et un bloc élitaire avec les fameuses élites mondialisées, vous savez, le vieux mot de Jean-Pierre Chevènement, qui aurait fait sécession de la nation, selon la vieille expression du grand Christopher Lasch, qui avait le premier diagnostiqué cette sécession des élites. Revenons à vous. Oui. Non, mais c'est pour expliquer à vos auditeurs, aux téléspectateurs, parce que c'est important. Et elle veut être le candidat de ce bloc populaire. Et contre le bloc élitaire qui serait représenté par M. Macron. Je pense que c'est une impasse politique. C'est pour ça que je me permettais de vous expliquer d'abord. C'est une impasse politique. Avec seulement ce bloc populaire, elle est condamnée à perdre. C'est ça que j'explique depuis des années. Moi, je pense qu'il faut qu'une partie du bloc élitaire, de la bourgeoisie, qui est patriote, je dis bien qui est patriote, tende la main aux classes populaires. C'est la seule façon d'abord de vaincre Emmanuel Macron, et c'est la seule façon vraiment de sauver le pays. Et vous pensez que vous êtes je suis absolument, c'est là où elle a raison dans sa critique, c'est pas que je suis le candidat de l'élite, je suis le candidat de l'alliance entre les classes populaires et la bourgeoisie patriote. Mais quand on voit aujourd'hui à la fois votre électorat, Éric Zemmour, qui est composé de classes plus supérieures, je parle d'études notamment que Marine Le Pen, c'est ce que disent aujourd'hui les différents instituts de sondage, quand on voit votre parcours aujourd'hui, vous avez eu votre rond de serviette pendant des années au Figaro, vous avez votre rond de serviette aujourd'hui à CNews, quand on lit votre livre également, qui est constitué des dizaines et des dizaines de repas faits avec tout ce que la République compte de ministres, de secrétaires d'État, de députés de droite et de gauche, vous êtes un homme de l'élite. Bien sûr. Oui. Très clairement. Mais j'en suis fier. J'en suis fier, j'ai travaillé pour cela. J'ai eu des diplômes, j'ai travaillé. C'est pas un gros mot du tout. Je dis, la France ne sera sauvée que par l'alliance entre les élites patriotes qui ne sont pas toutes mondialisées et qui n'ont pas toutes rompu avec le peuple, avec la France, et les classes populaires. Le seul lien avec les classes populaires n'est pas suffisant. Voilà. Donc effectivement, vous avez tort sur un point. Quand vous regardez la composition des gens qui sont prêts à voter pour moi, il y a des anciens électeurs de Fillon, à peu près 30%, et il y a des électeurs de Marine Le Pen, monsieur, 35%, et des abstentionnistes. Et vous savez très bien que les abstentionnistes sont loin d'être dans les classes favorisées. Donc ce n'est pas vrai ce que vous dites. Simplement, ce qui embête Marine Le Pen, je comprends, parce qu'elle n'a aucun électeur. Vous m'entendez ? Aucun. Sur le CSP+, c'est 0. Voilà. Donc c'est gênant. Et les LR, c'est la même chose. Dans les classes populaires, vous regardez la case, ils ont 0. Donc si vous voulez, c'est normal qu'ils soient embêtés par mon arrivée. On va voir à quoi ressemblerait le programme d'Éric Zemmour, s'il arrive à l'Élysée dans quelques mois, dans un instant. Le temps du fil info, si vous le permettez. 8h41, Mélanie Delaunay. Il faut que ça s'arrête, lance la ministre déléguée au sport sur France Info. Roxana Maracineanu demande aux dirigeants du foot français de ne pas se cacher derrière leurs petits doigts, de modifier les règlements disciplinaires. Le match Lyon-Marseille a dû être interrompu à la 5e minute de jeu hier soir à cause d'un jet de bouteille sur un joueur. Le conseil de discipline de la Ligue va se réunir aujourd'hui. Un appel à la grève générale débute en Martinique alors qu'en Guadeloupe, la tension ne retombe pas. Les écoles n'ouvriront pas. Aujourd'hui, les barrages ont commencé à être démantelés, mais plusieurs sont toujours installés sur les routes de l'île. Réunion à Matignon ce soir avec les élus guadeloupéens. La vaccination contre la grippe s'élargit. Aujourd'hui, depuis un mois, elle était réservée aux personnes prioritaires, plus de 65 ans, femmes enceintes ou personnes à risque. Désormais, tout le monde peut se faire vacciner. Au moins 5 morts et 40 blessés aux États-Unis, où un conducteur a fauché les spectateurs d'une parade de Noël dans le Wisconsin. France Info.
Le 8-30 France Info, Salia Braquia, Marc Fauvel. Toujours avec le candidat bientôt déclaré à l'élection présidentielle, Éric Zemmour. En Guadeloupe, la contestation contre l'obligation vaccinale des soignants dégénère en blocage, en pillage et en violence. Des renforts de policiers ont été décidés par le ministère de l'Intérieur, ainsi que l'envoi du RAID et du GIGN. Que faut-il faire là-bas ? Il faut, je pense, arrêter d'être aussi brutal avec ces gens. Il faut quand même essayer de comprendre. Je pense qu'il y a une vraie incompréhension entre, d'ailleurs, pas seulement les populations guadeloupéennes ou antillaises, mais la population française et Emmanuel Macron. Il a toujours, depuis le début, il a un problème avec le peuple. Voilà. Quand vous dites qu'il faut arrêter d'être brutal, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire Ça veut dire qu'il faut pas ramener l'ordre c'est-à-dire sur que place ? je suis assez choqué depuis le début par le fait, par exemple, de virer des soignants qui ne sont pas vaccinés. D'abord, on perd. Vous savez qu'on a dû fermer 20% des lits à cause des manques de personnel. Non. C'est Non, pas, c'est pas bah ça. si, c'est pas seulement parce qu'ils ont été virés. Oui. Parce que aussi. Ah mais non mais. Rien à voir avec l'obligation vaccinale. Ah ben non, ça n'a pas rien à voir. C'est pas tout ça. Il y a aussi parce que des gens ne sont pas revenus. Mais il y a aussi parce qu'il y a des gens qui ont été virés, je vous assure. Je ne dis pas que c'est les 20% à cause du renvoi. Voilà, des... soyons Pour être précis. très concret, c'est ce Éric que j'ai Zemmour, dit. vous renoncez. Mais on a fermé 20% de lits depuis là. Et puis qui s'ajoute aux 20% de lits fermés depuis 20 ans. Oui. Ça Pour fait revenir à la beaucoup quand même. Guadeloupe, Éric Pour des Zemmour, raisons budgétaires. Mais ce que vous dites ce matin, c'est l'obligation vaccinale. Il ne faut pas l'appliquer en Guadeloupe, ne pas l'appliquer aux Antilles. Mais non, mais il n'y a pas d'obligation vaccinale. Si. Pour les soignants. Bah Oui, pour les soignants. Moi, je C'était le sens de la trouve, question de Salia. moi, je trouve qu'on ne devrait pas renvoyer des soignants, parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour la Guadeloupe Surtout que, on a compris maintenant deux choses. On a compris que, le vaccin n'empêchait pas de transmettre. Il la divise par deux. Ouais, ça, c'est des chiffres. Moi, je vois une Comment seule ça, chose. c'est des Le chiffres seul avantage du vaccin, Ouais. si j'ai bien compris, Ouais. c'est qu'il évite la plupart des 90% conséquences graves. des cas graves et Voilà. limite divise par deux On la est contamination. d'accord. Pourquoi vous faites peu Enfin, j'aimerais Parce pas vous imiter. qu'on transmet quand même. Oui, 2 fois moins. Oui, d'accord, 2 fois. Ça veut dire qu'une personne non vaccinée transmet aujourd'hui le virus à 6 personnes et une personne vaccinée à 3 personnes. C'est quand même assez Mais notable. quand même, il transmet à 3 personnes. 2 fois moins. Mais c'est pas rien quand même. Oui. Oui, mais il transmet quand même. Oui, Pas mais- normalement. ok. Normalement, un vaccin, ça doit empêcher de transmettre. Arrêtez. Non, pas Enfin, forcément. Bon. Bon, d'accord, ok. Alors, d'accord. Bah non, vous savez très bien que le vaccin contre la variole, le vaccin contre la Éric variole, Zemmour, alors, le vaccin il contre a rien éradiqué. Le Vous vaccin connaissez contre la variole. l'efficacité Le du vaccin contre la polio, il a rien éradiqué. Éric Zemmour, je peux dire quelque chose ? Le vaccin Non, contre la mais- grippe, vous connaissez son efficacité ? Oui, elle est très faible. 60%. Voilà. Donc, Bah, je sais. voilà. Donc, C'est bah, QFD, C'est on pas passe tous à les la suite. vaccins. Bah oui, mais alors Et alors, on donc, n'oblige ils pas les gens, protègent pas. et on n'oblige pas les gens à se vacciner contre la grippe. Non, mais il y a d'autres vaccins qui sont obligatoires. Non, mais est-ce qu'on J'essaie de reprendre dans mais l'ordre. ceux-là, c'est pas les mêmes, justement, c'est pas la même Pas efficacité. d'obligation vaccinale pour les soignants en Guadeloupe et en Mais métropole en France, je ne vois En pas. France. Franchement, je trouve ça choquant. Puisqu'on n'a pas d'obligation vaccinale, pourquoi avoir d'obligation vaccinale pour Il y a des les vaccins qui sont obligatoires les déjà soignants. aujourd'hui à l'hôpital, vous savez. Oui, mais Oui. pas pour ce D'accord. vaccin. D'accord. Bon, de toute Alors, façon, Allez-y. non, mais de toute façon, je pense, ça c'est plus global, je pense qu'il faut essayer de remettre cette épidémie à sa juste mesure. C'est-à-dire C'est-à-dire que je pense que depuis 1 an et demi, au début, on ne savait pas trop, je peux comprendre l'affolement. Mais on a beaucoup joué avec les peurs des gens. Je pense que c'est très excessif. Vous avez vu ce dernier rapport qui indique que, en fait, sur l'année de 2020, 2% des entrées à l'hôpital ont été causées par le Covid, ce qui est et pas la même chose que les gens 5% qui des sont occupations restés, hein. de lits d'hôpital. Oui. Alors je sais que tout ça doit être remis dans son contexte parce trouvez qu'on que en c'est fait sur trop l'année. Oui, on en fait trop. Et on en fait trop depuis le début. Mais tous les pays et en le font gouvernement en fait trop. Oui, tous les pays en font trop. L'Autriche qui reconfine, Mais l'Allemagne, oui, mais Viktor oui, mais Orban, mais oui, mais en oui, Hongrie mais qui dit oui. tout le Mais monde tous en les- fait trop. mais oui, tout le monde en fait trop. Oui, tout le monde en fait trop. Mais pourquoi C'est- ils en font tous trop Parce que je pense que, si vous voulez, c'est notre... Alors là, on part dans la philosophie. Je pense que c'est notre rapport à la mort, à la vie. Je pense que c'est la médiatisation aussi. Quand les chaînes d'infos diffusent toute la journée, vous vous souvenez, lors du premier confinement, on avait l'impression que c'était le Blitz. Qu'on était bombardé à Londres par l'armée allemande tous les jours. Je veux dire, là, il y a manifeste... Et puis, ça rend service au gouvernement. Là, Emmanuel Macron, très clairement, joue de cela. Il joue de cela pour pouvoir justement changer de sujet. Mais ça veut dire qu'est-ce qu'il faut parce faire que depuis, Pas de passe sanitaire, pas de dose de rappel. Si vous étiez président, là, à sa place Si aujourd'hui j'étais président, la dose de rappel, c'est uniquement pour les gens
de plus de 65 ans. La Haute Autorité de Santé dit qu'à partir de 40 ans. On sait que ça ne touche... De toute façon, depuis le début, cette épidémie, statistiquement, ne touche essentiellement que les gens de plus de 65 ans. Et les comorbidités, quel que soit leur âge. Ouais. Oui. Vous suspendez ça, le pass sanitaire. Les gens, ils sont responsables, vous savez. Éric Zemmour, vous suspendez le pass sanitaire, quel que soit le niveau de l'épidémie, si vous êtes élu. Non, après, excusez-moi, là, jusqu'en juillet, je trouve ça excessif. Oui, il se trouve que l'élection, elle est en mai. Si vous arrivez à l'Élysée en mai, est-ce que vous gardez le pass sanitaire ? Non, je vois pas l'intérêt. Vous en ferez un engagement de campagne. Je vous répète, non, c'est pas un engagement de campagne. Je vous répète que pour moi, ce n'est pas un sujet prioritaire et que je dirais même que c'est une habileté tactique que de vouloir en reparler. C'est une habileté tactique d'Emmanuel Macron et des médias que de vouloir remettre. Laissez-moi parler. Et de vouloir remettre cette question sur le tapis pour pouvoir changer de sujet. Parce que depuis 3 mois, depuis que je suis rentré dans l'arène, si j'ose dire, avec ce livre, aux grandes dames d'Emmanuel Macron, de la gauche et des médias, on ne parle que d'immigration et de ce sujet qui est pour moi majeur. Donc évidemment, le Covid permet de changer médiatiquement d'agenda. Éric Zemmour, est-ce qu'on peut parler de la première préoccupation des Français quand on les interroge aujourd'hui dans les enquêtes d'opinion, le pouvoir d'achat? Que proposez-vous sur ce point précisément? Alors, je vais vous en parler. Ouais. Je voudrais simplement vous dire que là aussi, votre présentation est biaisée. Parce que dans ce sondage, on dit quelle est votre préoccupation première et le pouvoir d'achat sort en premier. Si vous lisez tout le sondage après, vous avez immigration, sécurité, terrorisme. Derrière. Et sauf que ces 3 sujets sont le même sujet. Et donc, si vous additionnez tout ce sujet, vous avez largement la préoccupation majeure des Français. Mais je vais répondre sur le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, je pense qu'on le prend, je vois ça dans cette campagne, dans cette pré-campagne, je pense qu'on le prend par le mauvais bout. C'est-à-dire qu'on est là, chaque candidat, c'est le jeu des promesses démagogiques. On promet tant d'augmentation, etc. etc. Bon, et vous ? Il faut comprendre, parce qu'il faut comprendre le pourquoi de cette question. Le pourquoi de cette question, c'est parce que le pays s'est appauvri. Et que le pays s'est appauvri parce que le pays s'est désindustrialisé. Ça, c'est le constat, Éric Zemmour. La solution, ce que vous proposez... On est tous conscients du constat. Non. Excusez-moi. Ça fait plusieurs mois qu'on en parle. Non, c'est pas vrai. Ce qu'on vous demande, là, c'est vos propositions, Éric Zemmour. Non. Excusez-moi. C'est un grand défaut français qui était observé depuis même le XVIIIe siècle, que de se précipiter aux solutions sans voir le diagnostic. Ça fait 3 mois, Éric Zemmour, vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait 3 mois que sur tous les plateaux, vous faites le constat. Non, c'est pas vrai. Solutions du candidat. Non, c'est pas vrai. Mais excusez-moi, vous ne me ferez pas dévier de ma ligne. Alors allez-y. Je ne ferai pas dévier de ma ligne. Vous êtes venu avec vos réponses et nous avec nos questions, mais on va essayer de les faire coïncider à un moment. Exactement. Ce serait intéressant pour nos auditeurs et nos téléspectateurs. Vous savez ce que je vous propose, Éric Zemmour ? Ils doivent savoir que promettre des augmentations et des primes, etc., comme ça, c'est de la démagogie et c'est payé avec leurs impôts et avec leurs dettes. Donc, vos auditeurs doivent savoir ça. Mais alors vous faites quoi s'il ne faut pas augmenter les salaires? Eh ben voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? C'est mieux. Donc d'abord, il faudrait entamer la réindustrialisation. Et ça, c'est un long chemin. On va en parler si ça vous intéresse. Mais je vois que ça ne vous intéresse pas. Si ça nous intéresse. Pour le pouvoir d'achat, écoutez-moi. Allez-y. J'ai une proposition que j'ai faite depuis 15 jours, qui d'ailleurs est tout à fait en cohérence avec ce que je dis pour le reste. J'essaye. C'est-à-dire que je considère que ce qu'il pèse d'abord et avant tout, c'est la protection sociale. Et que le poids des dépenses sociales est énorme. Plus de 800 milliards par an. Donc, nous devons réduire ce poids qui obère, évidemment, la compétitivité des entreprises et qui les empêche de payer des salaires élevés. En France, le problème, c'est que le salaire net est bas et que le salaire brut, ce que payent les entreprises, est très haut. La différence, c'est la protection sociale. Et donc, on joue sur quoi? Donc, on joue... Comme je ne me refuse à réduire le modèle social des Français, je propose que la solidarité nationale redevienne nationale. C'est-à-dire que les dépenses non contributives, les dépenses sociales non contributives, allocation familiale, allocation logement, minimum vieillesse, RSA, soient retirées aux étrangers et soient réservées aux Français. Nous avons fait les calculs avec... Ça fait... Attendez, laissez-moi finir. Ouais. Ça fait 20 milliards d'économies. Et je propose, avec ces 20 milliards d'économies, de baisser la CSG que payent les salariés de salariés qui ont un modeste salaire, c'est-à-dire le SMIC, en gros, jusqu'à 2 000 euros. À peu près, ils payent 9% de CSG. Oui. Je propose de le descendre à 2,5%, ce qui ferait une économie, une augmentation de salaire sur l'année d'un SMIC. Oui. Voilà.
Ça, c'est entre 1 SMIC et jusqu'à 2 000 euros. Exactement. Bon, voyez, vous a laissé le temps. 8h53. Merci, voilà, mais il faut expliquer aux gens. On est là pour ça. 8h53, le fil info, Mélanie Delaunay. On vous retrouve dans un instant. Éric Zemmour. L'Autriche se reconfine pour 10 jours. La Belgique repasse au télétravail obligatoire pour tenter de faire baisser l'épidémie de Covid, tandis que de l'autre côté du globe, l'Australie rouvre ses frontières aux étudiants étrangers et aux personnes munies d'un visa. La Nouvelle-Zélande, elle va mettre fin au confinement d'Auckland début décembre. Plus de 80 commerces pillés en Guadeloupe, indique sur France Info le président de la Chambre de commerce et d'industrie. Face aux violences sur l'île, les établissements scolaires restent fermés aujourd'hui. 35 agents du RAID et du GIGN ont été envoyés sur place en renfort. La commission de discipline de la Ligue de football se réunit au lendemain de l'interruption du match entre l'OL et l'OM. Le spectateur soupçonné d'avoir lancé une bouteille sur la tête de Dimitri Payet est en garde à vue. Après le contrat annulé qui a envenimé les relations avec la France, l'Australie signe un accord avec les États-Unis et le Royaume-Uni pour s'équiper de sous-marins à propulsion nucléaire. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Braquia, Marc Fauvel. Éric Zemmour, si vous êtes élu, est-ce que vous rétablissez l'impôt sur la fortune ? Il n'a pas été supprimé, si je comprends bien, il a été réformé. C'est-à-dire qu'il a été réduit l'impôt sur le logement, en fait. Bon. Non, je ne rétablis pas l'impôt tel qu'il était avant. Au contraire, je pense que c'est devenu un impôt confiscatoire pour 2 raisons. D'abord parce qu'il ne touche que les logements et que ces logements ont considérablement, le prix de ces logements a considérablement augmenté, en tout cas dans les grandes villes. Et donc, les gens qui sont mis ainsi à l'impôt sur la fortune, une nouvelle forme, souvent ne sont pas des gens spécialement riches. Ils ont simplement un bel appartement à Paris. Quel patrimoine on paye l'impôt sur la fortune immobilière ? À 1,3 million. Il y a un abattement sur la résidence principale ? Absolument. Ouais, donc c'est 1,9 million. Bah oui, donc ça fait 1,3 million en tout. En dessous d'1,9 million sur la valeur. Avec l'abattement, ça fait 1,3 million. C'est sans l'abattement. On rajoute l'abattement. Bah oui. Voilà, si son appartement ou sa maison vaut moins de 2 millions, millions, moins d'un million, 1,3 million à Paris, c'est un 100 mètres carrés. Ouais. Bah oui, c'est pas. À condition d'avoir remboursé la banque, sinon on enlève ce qu'on doit à la banque. Je sais bien, mais ça fait quand même une petite somme. Bien sûr, mais je veux dire, c'est pas ce qu'on appelle des riches. Les riches, ils sont. D'ailleurs, ils ont tous les moyens avec les fiscalistes qu'ils ont de tourner cette règle. Donc je pense qu'il faudrait, mais encore une fois, je suis pas là à vous donner des mesures de programmatiques. Je ne suis pas là, mais simplement moi, j'ai idée qu'il faudrait sortir la résidence principale de ce calcul-là. Je voudrais qu'on parle des femmes, Éric Zemmour, puisqu'il en est question dans votre livre. Je vais vous citer un passage de votre livre. Vous racontez un jour où vous avez été jugé. Le président du tribunal, dites-vous, est une femme ce jour-là. Le procureur également, la plupart des avocats, des accusateurs aussi. Je vous lis ces pages, j'ai oublié la page 121 de votre ouvrage. Sous leur robe noire, en guise d'uniforme prestigieux d'une autre époque, elles portent des vêtements de médiocre qualité, à l'étoffe fatiguée. Elles sont coiffées à la hâte, maquillées sans soin. Tout dans leur silhouette, dans leurs attitudes, leur absence d'élégance dégage un je ne sais quoi de négligé, de laisser-aller, de manque de goût. On voit au premier coup d'œil que ces métiers, effets ou causes de la féminisation, ont dégringolé les barreaux de l'échelle sociale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je constate d'abord c'est pas très original, une féminisation de la profession de magistrat. C'est pas ce que vous dites là. Hein. Ah bah si, ouais. Laissez-moi finir. Ouais. Et deuxièmement, une prolétarisation de ces professions, que ce soit avocat ou magistrat. Mais c'est un observatoire de féminisation. La profession d'avocat a dégringolé des barreaux de l'échelle sociale. Parce qu'évidemment, il y a toutes les études qui montrent que quand une profession se féminise massivement, on constate, on l'a vu pour les profs, on l'a vu pour les magistrats, une prolétarisation financière. C'est-à-dire qu'elles sont alors, on ne sait pas si c'est la cause ou l'effet, mais c'est un constat. Je fais des constats sociologiques, vous savez, c'est assez simple. Simplement, aujourd'hui, on ne peut plus faire de constats sociologiques. Moi, je veux bien, mais c'est comme ça. Vous faites un autre constat quelques pages plus tard dans ce même livre. Cette fois-ci, c'est au sujet de l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn après ce qui s'est passé au Sofitel de New York. Vous dites, le jour, on l'a vu entre deux policiers menottés, je vous cite, c'est un renversement de 1000 ans de culture royale et patriarcale française, une castration de tous les hommes français. Le séducteur est devenu un violeur, le conquérant un coupable. Il n'a pas séduit DSK ce jour-là, il n'a pas conquis, il a agressé sexuellement. Non, mais ça, moi, je ne suis... S'il a été condamné, c'est très bien, je ne discute pas ça. Alors je voulais simplement réfléchir. Vous savez,
Le problème, moi, c'est que j'écris mes livres. Ils ne sont pas écrits par des communicants. Donc c'est bien vous qui avez écrit ça. Donc c'est bien moi qui ai écrit ça, mais justement, après, on va chercher des bouts de phrases et je suis obligé j'ai de lu tout donner le l'extrait, j'ai contexte. rien Non, enlevé. mais ce que je veux dire, c'est que dans la tradition symbolique, historique française, les rois ont de multiples conquêtes et c'est ce qui magnifie leur pouvoir. C'est comme ça, François Ier... Là, on parle de DSK. Henri IV, Louis XIV. Non, mais moi, je parle de François Ier, Louis... Vous voyez, je ne parle pas de Dominique Strauss-Kahn en réalité. Je me sers... Ah, c'est un chapitre consacré à DSK. Oui, mais... Vous savez, il y a plusieurs degrés de lecture. Quand on prend un sujet, après, on s'en sert pour réfléchir à ce que devient l'époque, à ce que devient la société. Ça s'appelle un livre. Là, je me dis... C'est très intéressant, il y a un renversement, c'est-à-dire que jadis, il n'y a pas longtemps encore, François Mitterrand, Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, les conquêtes féminines de ces présidents magnifiaient leur pouvoir. Aujourd'hui, on voit bien que le côté séducteur, compulsif de Dominique Strauss-Kahn s'est retourné contre lui. Éric Zemmour, un viol, c'est pas de la séduction. Mais je ne sais pas Une agression sexuelle, c'est pas de la séduction. Il a même payé pour ça. Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui, ce changement ? Je regrette ce changement. Je regrette ce changement qu'effectivement... Que le pouvoir ne confère plus d'emprise sur les femmes ? C'est pas Ou de ces... Il n'y a pas d'emprise, madame. Il n'y a pas d'emprise. Ce mot emprise ne veut rien dire. Où il est complètement déformé, dévoyé. Il y a une capacité de séduction que donne le pouvoir. C'est comme ça depuis des milliers d'années. Je n'invente rien et vous ne changerez rien. Donc simplement, je dis voilà l'évolution de la société, des réflexions. C'est tout. J'essaye d'observer et d'analyser une société. C'est pour ça qu'après, je fais des diagnostics et qu'enfin, je propose des solutions et des mesures. Vous voyez, dans l'ordre. Merci beaucoup, Éric Zemmour. Et bonne journée à vous.